Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Ludovic Richet et je vous propose des émissions sur la mythologie, l'histoire des civilisations ou encore les traditions ésotériques de par le monde. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons partir en Chine, à la découverte de la légende du serpent blanc. Vous en avez peut-être déjà entendu parler via ces nombreuses adaptations cinématographiques. Néanmoins, je vous propose d'aller plus loin. Je vais bien sûr vous présenter le mythe, mais nous allons également retracer ses origines et en proposer une analyse. La légende du serpent blanc s'inscrit dans le cadre de la mythologie chinoise. Nous allons également en retrouver une version dans le shintoïsme japonais sous le nom de passion impure d'un serpent. Bien que ce soit seulement à la fin de la dynastie des Ming, soit au XVIIe siècle de notre ère, que la légende sera transmise sous une forme écrite, ses origines remontent à minima à la période des Song, soit entre le Xe et le XIIIe siècle de notre ère. Dans sa première forme, écrite en 1627, le conte va prendre le nom de Madame Serpent Blanc et la pagode du pic du tonnerre. On l'appelle encore la version courte. L'auteur est Feng Menglong, qui va la transmettre dans un recueil de contes populaires connu sous le nom de San Yan, ou Les Trois Propos, qui comprend plus d'une centaine de légendes. Alors, ce recueil est un peu l'équivalent asiatique des contes de Perrault ou de Grimm pour l'Europe. Mais par la suite, une deuxième version va être appelée la version longue et sera composée par Fang Chengpei lors de la dynastie des Qing au XVIIIe siècle, sous le nom de Miracle de la pagode du pic du tonnerre. Bien que la thématique soit commune dans ces différentes versions, l'intrigue et la psychologie des personnages est radicalement différente, notamment pour le personnage principal de Bai Shuzen, la femme serpent blanc, ainsi que pour sa suivante, Xiao Qing, encore appelée le serpent vert. Par la suite, il y aura encore de nombreuses versions de la légende qui seront composées lors de la période des Qing, ce qui va en faire l'un des contes les plus populaires de la Chine. Au Japon, la légende sera connue sous le nom de l'impure passion d'un serpent dans le recueil de contes Ugetsu Monogatari, ou encore appelé les contes de pluie et de lune par l'auteur Ueda Akinari. De nos jours, les adaptations sont nombreuses, bien que l'histoire soit très variable d'une œuvre à l'autre et surtout très inégale. Alors, pour citer, parmi les plus connus, nous allons retrouver les deux films d'animation, White Snake et sa suite Green Snake, qui sont sortis respectivement en l'année 2019 et 2021 et qui adaptent l'œuvre très librement. Plus ancien, en 2019, c'est la série en 36 épisodes The Legend of White Snake de Zhi Lei sur Netflix qui respecte les grandes lignes de la légende, dans une sorte d'amour, gloire et beauté, mais version légende de la Chine ancienne. En 2011, c'est Jet Li qui affronte le serpent blanc dans le film Le Sorcier et le serpent blanc. Plus ancien, en 1958, c'est les Japonais qui ont adapté la légende dans un film d'animation sous le nom de Légende de Madame Bai Nyang ou Serpent Blanc. Il existe encore de nombreuses autres adaptations, très inégales comme je vous le disais, mais qui illustrent bien l'impact culturel de cette légende. Alors, au niveau du contexte, la légende du serpent blanc s'inscrit dans le cadre des croyances syncrétiques qui sont à cheval entre la religion traditionnelle de la Chine, le bouddhisme, mais également le taoïsme. Alors cela va tout d'abord illustrer l'interconnexion dans les systèmes religieux au sein des croyances populaires. Ainsi, le serpent blanc est un yaoguai, l'équivalent de yokai au Japon, soit un esprit serpent qui peut prendre une forme humaine et surtout dispose de nombreux pouvoirs magiques. À ses côtés, on retrouve un autre yaoguai, le serpent vert, et tous deux sont issus des croyances de la mythologie traditionnelle. Leur ennemi est Fa Hai, c'est un moine bouddhiste du temple Jinshan. Et nous allons encore retrouver de nombreux éléments issus du bouddhisme, notamment la loi du karma, le cycle de la réincarnation, l'intervention de la bodhisattva Guanyin ou encore la pagode de Lai Feng. Plusieurs divinités ou immortels taoïstes sont également présents dans cette histoire. Et on retrouve l'omniprésence des notions d'énergie vitale, le qi ou encore le concept du yin et du yang, ainsi que la quête d'immortalité. Mais maintenant, laissez-moi vous conter la plus connue des versions de cette légende que nous comparerons et analyserons par la suite.
Notre histoire commence près de Linan, l'actuelle ville de Hangzhou, aux abords du lac de l'Ouest, sur un pont brisé. Lors de ses pérégrinations, un jeune homme avait en sa possession une pilule alchimique d'immortalité créée par l'un des 8 immortels taoïstes, Lu Dongbing. Le jeune homme, qui était apothicaire de métier, regarde dans l'eau et observe un petit serpent blanc qui a été persécuté par une tortue. En réalité, le petit serpent féminin était un esprit adepte de la magie taoïste dont le but était d'atteindre l'éveil spirituel via une pratique ascétique, ce qui pourrait la conduire possiblement au statut d'immortel taoïste. Dans sa grande bienveillance, l'homme lance la pilule au serpent blanc qui acquit instantanément l'équivalent de 500 années d'ascèse spirituelle et put ainsi rapidement chasser la tortue qui l'a persécuté. Quelque temps plus tard, le serpent blanc avait acquis de grands pouvoirs et notamment la capacité à prendre une forme humaine sous l'apparence d'une belle jeune femme. Plus tard, lors d'une médiation au mont Emei, le serpent blanc observe un homme qui capture un petit serpent vert afin de concocter des remèdes à base de bile de serpent pour la médecine traditionnelle chinoise. Le serpent blanc prit alors sa belle forme humaine et proposa au pêcheur de lui acheter le petit serpent vert à prix d'or, ce qu'il ne put refuser. Dès lors, le petit serpent vert considéra le serpent blanc comme sa grande sœur et elles ne se quitteront plus jamais. A noter que dans certaines versions plus anciennes, notamment de Feng Menglong et la version japonaise de Ueda Akinari, le serpent vert était alors un simple petit poisson. Pour revenir à notre histoire, 500 ans plus tard, le serpent blanc avait ainsi acquis 1000 ans d'ascèse et décide de retrouver la réincarnation de son bienfaiteur humain afin de le couvrir de bienfaits. Elle est accompagnée dans sa quête par sa petite sœur serpent qui avait maintenant elle aussi 500 ans d'ascèse et pouvait alors prendre également une forme humaine, toujours sous l'apparence d'une belle jeune femme. Partant en quête du bienfaiteur humain, c'est le jour de la fête des morts, la fête de King Ming, au mois d'avril, que la rencontre va avoir lieu. Les deux femmes esprits retrouvent le bienfaiteur. Il s'était réincarné sous le nom de Xu Xian, un apothicaire également, mais désargenté, qui vivait dans la ville de Hangzhou, la capitale des Song. Les deux femmes le rencontrent aux abords du lac de l'Ouest, sur le pont brisé, la même où le serpent blanc avait reçu la pilule d'immortalité 500 ans plus tôt. Le serpent blanc va alors user de ses pouvoirs magiques afin de provoquer la rencontre. Elle déclenche la pluie et le brave Xu Xian, ayant un parapluie à la main, vient leur proposer courtoisement son parapluie pour les protéger de l'averse. Le serpent blanc se présente alors sous le nom de Bai Shuzen, une femme de la noblesse récemment installée dans la région. Et le serpent vert est présenté comme étant sa servante sous le nom de Xiao Qing. Le brave Xu Xian s'en va alors laissant le parapluie et annonce qu'il passera le récupérer dans leur demeure le lendemain. Voulant à l'origine seulement apporter la bonne fortune à Xu Xian, le serpent blanc se laisse néanmoins prendre par ses sentiments et tombe amoureuse de l'apothicaire. Le lendemain étant arrivé, Xu Xian se présente dans la riche demeure qui avait été préalablement créée par la magie des deux femmes serpents. Et Bai Shuzen lui propose immédiatement le mariage. Celui-ci ne résiste pas bien longtemps au charme de la belle et rapidement le mariage est annoncé. Dans les premiers temps, tout se passe bien. La boutique d'apothicaire de Xu Xian obtient rapidement le succès grâce aux potions magiques qui sont fabriquées par sa femme, évidemment grâce à ses pouvoirs magiques. Mais l'union d'un esprit et d'un humain est contre nature, et cela viole les lois divines et peut attirer le courroux de ces mêmes divinités. Bai Shuzen et sa servante continuent néanmoins d'arpenter le monde des humains, et finalement, le serpent blanc va tomber enceinte du jeune apothicaire, et les deux sont aux anges. Mais c'est ici que les problèmes allaient commencer. Seulement après 2 mois de mariage et de vie commune heureuse, Xu Xian semble souffrir d'un mal inconnu, et il semble dépérir progressivement. Au gré de ses pérégrinations, il va faire la rencontre d'un moine bouddhiste qui répondait au nom de Fa Hai et qui va identifier immédiatement le problème du mal qui s'abattait sur le jeune apothicaire. Fa Hai dit à Xu Xian que son état de fatigue matérialisé sous la forme d'un excès de yin était dû au fait qu'il côtoyait de près un esprit. Fa Hai ayant atteint un état de clairvoyance, il découvre rapidement l'origine des problèmes et annonce à Xu Xian que c'est sa femme qui était en réalité un serpent qui avait pris une forme humaine. Au début, l'apothicaire n'en croit rien. Alors, le moine lui donne une potion faite à base de vin de soufre qu'il donne à Xu Xian afin que ce dernier le fasse boire à sa femme
et cette dernière retrouverait immédiatement sa véritable forme. Fai lui dit qu'il n'y avait réellement aucun problème. Si son épouse était véritablement humaine, le breuvage était réputé pour chasser les maladies et éloigner les influences démoniaques. Ainsi, Xiuxian accepte, et c'est lors de la fête des bateaux dragons, qui a lieu le 5e jour du 5e mois lunaire, soit entre mai et juin, que l'apothicaire va faire discrètement boire le breuvage à Bai Shuzen. Le serpent blanc est pris de malaise immédiatement et ne peut maintenir magiquement sa forme humaine, se révélant ainsi sous sa véritable apparence de serpent. Xiuxian, qui n'avait pas cru un seul instant les dires du moine, tombe raide mort sous l'apparition. Quelques heures plus tard, Bai Shuzen retrouve ses pouvoirs de métamorphose et peut reprendre forme humaine. Elle est immédiatement effondrée par la mort de son époux et se sent coupable. Mais elle décide de le sauver de la mort, coûte que coûte, au péril de sa propre vie, mais aussi de sa quête d'éveil spirituel. Ainsi, le serpent blanc prend le chemin du palais des divinités taoïstes de la reine mère de l'Ouest sur le mont Kunlun afin de voler une pêche d'immortalité, seul remède qui pouvait sauver son époux. Bai Shuzen trouve le fruit merveilleux, mais dans la foulée s'attire les foudres des divinités taoïstes qui veulent l'exécuter, voire violer ce sanctuaire. Heureusement pour le serpent blanc, c'est l'intervention du bodhisattva Guanyin, qui est symboliquement sa mère d'une certaine façon, qui va intercéder auprès des divinités taoïstes afin qu'ils ne l'exécutent pas. Ainsi, Bai Shuzen put rejoindre le corps de son époux et le ramener à la vie grâce à la pêche d'immortalité. Xiuxian, remis du choc, accepte la véritable nature de sa femme, de plus elle était enceinte de son héritier. Les choses auraient pu continuer ainsi et en rester là, mais le moine Fahai était bien décidé à détruire le démon coûte que coûte. Pour cela, il emploie les grands moyens. Il va kidnapper Xiuxian afin d'attirer le serpent blanc au temple de Jinshan sur la montagne dorée. Bai Shuzen entre dans une colère noire et accompagnée de sa servante, Xiaoqing, elles se rendent au temple afin d'utiliser la magie du yin et du yang afin de briser les protections magiques du temple Jinshan. Le but était bien sûr de récupérer son mari. Mais les moines sous la conduite de Fai vont résister. Alors, pour récupérer son mari coûte que coûte, le serpent blanc va déclencher un tsunami avec les eaux du lac de l'Ouest afin d'inonder totalement le temple, ce qui ne manque pas de faire un nombre de victimes dans la ville avoisinante. Le problème, c'est qu'avec cet événement, Bai Shuzen s'est attiré un mauvais karma, et c'est lors du cataclysme que les divinités vont intervenir en déclenchant l'accouchement du serpent blanc. Ainsi, Bai Shuzen va perdre une grande partie de sa puissance en raison du travail qui commence, et évidemment, vous vous doutez, le moine Fahai va parvenir à prendre le dessus sur elle, malgré l'aide du serpent vert qui, à ce stade, n'avait pas autant de puissance que le moine. Lors du combat, Bai Shuzen va donner naissance à un fils du nom de Xiu Menjiao, lui-même qui est donc mi-esprit, mi-humain. Finalement, Fahai, dans sa grande compassion, ne met pas fin à la vie de Bai Shuzen. Il utilise son bol à aumône pour invoquer la pagode du pic du tonnerre qui devient une prison, une sorte de prison spirituelle si vous préférez, pour le serpent blanc. Mais avant de disparaître dans les fondations de la pagode, Bai Shuzen va confier son enfant à Xiaoqing qui parvient à échapper aux griffes du moine. Le serpent blanc est condamné à passer l'éternité dans la pagode du pic du tonnerre afin d'étudier les sutras en expiation de ses nombreux péchés. Ainsi, elle ne retrouvera jamais la liberté, à moins que la pagode soit détruite et le lac de l'Ouest asséché, deux éléments qui semblent totalement impossibles. Mais, bien des années plus tard, le serpent vert va ramener l'enfant de Bai Shuzen à son père, afin que le jeune enfant commence ses études au sein de l'administration impériale. En réalité, le fils du serpent blanc n'a qu'un seul et unique objectif, libérer sa mère de la pagode du pic du tonnerre, et pour cela, il commence une brillante carrière au sein du palais impérial. De nombreuses années plus tard, ayant accompli de nombreux exploits, protégé la population de la famine mais également des inondations, le fils du serpent blanc obtient les faveurs de l'empereur. Ainsi, en récompense, il demande à pouvoir accomplir un rite religieux au pied de la pagode du pic du tonnerre. Lors du rite, il implore les divinités de libérer sa mère de sa prison éternelle et au même instant, Xiaoqing, le serpent vert, s'était à ce stade métamorphosé en un puissant dragon et absorbe toute l'eau du lac de l'Ouest, brisant à eux deux la malédiction du moine Fahai. Ainsi, Bai Shuzen put retrouver la liberté, sa faute karmique ayant été rachetée
par la dévotion de son fils et la puissance magique de sa sœur serpent. Elle put ainsi retrouver son bien-aimé où ils purent vivre de nombreuses années en toute sérénité. Dans cette version que je vous ai présentée, Baishūzen est un personnage sympathique, loin de l'image maléfique du serpent. Mais, à l'origine, la légende du serpent blanc était un conte sur l'affrontement du bien et du mal. Le serpent y était une figure maléfique qui tente de séduire les hommes pour les dévorer ou du moins absorber leur énergie vitale. Dans ses versions plus anciennes, Baishūzen est alors une séductrice sans scrupules qui utilise ses pouvoirs pour maudire et obtenir ce qu'elle souhaite à n'importe quel prix. Dans ces versions, sa romance avec Xiuxian n'y est qu'un caprice et elle l'abandonnerait une fois que ce dernier serait vidé de son énergie ou qu'elle l'aurait dévoré. Si le moine n'avait pas réussi à le sauver, le pauvre homme serait toujours sous l'emprise du démon. Dans la mythologie chinoise, on trouve de nombreux récits sur cette thématique, bien avant la légende du serpent blanc. Dans les premières versions de l'histoire, Baishūzen n'est qu'un démon serpent maléfique ayant pris une forme humaine et le moine Fahai est la figure du bien qui devait la combattre et l'emprisonner. Fahai est alors le défenseur de la vertu et de la morale. Dans les versions ultérieures, notamment celles que je viens de vous conter, les notions sont plus ambiguës. Le sujet principal étant en réalité la romance entre Baishūzen et Xiuxian, de façon non manichéenne si l'on peut dire. C'est l'amour qui dicte les choix, bons ou mauvais, de Baishūzen, d'où la compassion de la Bodhisattva Guanyin. A noter qu'il existe encore des variantes qui vont beaucoup plus loin et qui font du moine Fahai le véritable méchant de cette histoire. Dans ce cadre, Fahai est lui-même un démon, la tortue du début de l'histoire, qui était jaloux du serpent blanc qui avait acquis la pilule d'immortalité. Alors, après un long ascèse, il parvient à prendre lui aussi une forme humaine et sa seule et unique obsession est de détruire le serpent blanc, faisant de lui un véritable démon dans cette histoire. Alors évidemment, dans cette lecture, il parvient à son but en piégeant Baishūzen dans la pagode du pic du tonnerre. Mais il sera pourchassé pendant 20 années par Xiaoqing, le serpent vert, qui va finir par le terrasser après avoir évolué de son statut de serpent en celui de dragon. Fahai vaincu, la pagode du pic de tonnerre va s'effondrer et le serpent blanc est enfin libre. C'est notamment cette version qui sera présentée dans les films Whitesnake et Greensnake que vous retrouvez au cinéma. Dans cette version de la légende, on peut y déceler une opposition entre le bouddhisme maléfique matérialisé par Fahai et les deux serpents représentant le taoïsme bénéfique. Évidemment, dans la version d'origine, le bouddhisme et le taoïsme se mélangent en réalité allègrement. Au Japon, la légende, revisitée par Ueda Akinari à la fin du XVIIIe siècle, revient aux origines du mythe, avec un développement psychologique qui est bien supérieur. Le serpent blanc y prend le nom de Manago et c'est une femme serpent manipulatrice qui ne respecte absolument aucune loi. Elle est jalouse, rusée, mais sera finalement vaincue par un moine bouddhiste qui prend ici le nom de Hokkai du temple Dojoji. Le fait qu'il existe autant de variables pour cette histoire illustre bien déjà l'impact culturel de cette légende, mais aussi son adaptation au gré des époques, s'adaptant aux religions, aux mœurs et aux besoins d'une société. Mais maintenant, nous allons devoir analyser les principaux éléments de cette histoire. Le thème des esprits, ou Yaoguai, qui prennent forme humaine afin de trouver un mari humain, est en réalité un grand classique des mythes asiatiques, chinois et japonais. Les plus connus étant les légendes qui tournent autour du kitsune, ou les femmes renardes de la mythologie japonaise. Mais la légende du serpent blanc est équivalente sur de nombreux aspects. Hors de l'Asie, la thématique n'est pas totalement absente. En France, on pourra citer la légende de la fée Mélusine qui épouse Raymondin de Lusignan. De façon plus ancienne, on pourrait également citer le roi semi-légendaire Mérové, ancêtre des Mérovingiens, qui aurait eu une ondine pour mère. Plus récent, dans la littérature française, nous pouvons citer le récit de Clarimonde, la femme vampire de Théophile Gautier, dans la nouvelle La Morte amoureuse. Toutes ces légendes illustrent les croyances populaires sur le contact entre le monde visible des hommes et le monde invisible des esprits, et les éventuels dangers de ce contact. D'ailleurs, la rencontre entre Baishūzen et Xiuxian a lieu le jour de la fête des morts, Qingming,
le moment où la frontière entre les mondes est la plus fine. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est l'équivalent de la Walpurgis dans les traditions de l'Europe de l'Est, qui est basée la nuit du 30 avril au 1er mai, ou encore à Halloween, la nuit du 31 octobre au 1er novembre. De la même façon, c'est lors de la fête des bateaux dragons que le serpent est confondu. Or, c'est la fête traditionnelle où l'on chasse les mauvais esprits. Sur ce plan, le conte se place en harmonie avec les croyances traditionnelles de la Chine. Mais ce qui est intéressant avec la légende du serpent blanc, c'est que les Yaoguai ne sont pas automatiquement maléfiques, à l'inverse des démons en Occident par exemple. Les Yaoguai peuvent trouver une place dans le schéma religieux cosmogonique et eux-mêmes peuvent accéder au statut de divinité via cette ascèse fait pendant plusieurs siècles qui va leur permettre d'atteindre le stade d'immortel taoïste. Alors dans la légende, Bai Shuzen fait le choix de l'amour au détriment de la quête d'immortalité, de la même façon que Lancelot du Lac, bien que prédestiné à trouver le Graal, va échouer en raison de son amour pour la belle Guenièvre. Alors, dans une lecture plus historique, la légende du serpent blanc est censée se dérouler à la période des Song, ou éventuellement à la période des Tang. Notons que c'est un moment qui est bouillonnement au niveau culturel et qui représente l'âge d'or de la Chine ancienne. La religion est omniprésente dans ce récit, et certains points méritent d'être analysés sur le plan de l'histoire. Tout d'abord, la pagode du Pic du Tonnerre, ou pagode Laifeng, existe réellement. Elle est située à Hangzhou, aux abords du lac de l'Ouest, comme dans le récit, et c'est un édifice bouddhiste à 5 étages qui fut édifié pour la première fois en 975 de notre ère, sous la période des Song. C'est ici que dans la légende, Fai aurait emprisonné le serpent blanc. Mais l'édifice actuel est en réalité une reconstruction qui date de 2002. La pagode d'origine s'étant effondrée en l'année 1924, libérant peut-être le serpent blanc de ses 949 années de captivité. Pour ce qui est du moine Fai, lui aussi possède une certaine part de réalité. Un homme porte ce nom a réellement vécu sous la période des Tang. C'était un moine du bouddhisme Chan qui aurait hypothétiquement atteint l'illumination après s'être retiré du monde pour méditer durant 3 années. Ayant acquis les faveurs de l'empereur Xuanzong, il se rendit sur la montagne dorée et fit édifier le temple Jinshan, celui-là même de la légende, dont il devint le premier patriarche. C'est dans ce lieu qu'il aurait traduit du sanskrit de nombreux sutras bouddhistes. Alors, bien sûr, ce personnage historique a servi de modèle pour le Fai de la légende. Dans les premières versions, il est le symbole de l'ordre cosmique qui doit vaincre ou canaliser les forces chaotiques du serpent blanc. Mais dans les lectures plus modernes, il représente le vieil ordre féodal qui s'oppose à l'amour de Xiuxian et de Bai Shuzen. Pour le personnage du serpent blanc, il s'agit à l'origine d'une figure du panthéon traditionnel avant l'arrivée du bouddhisme. Dans les mythes anciens, les personnages ayant des attributs serpentaires sont nombreux, et c'est notamment le cas des 2 divinités civilisatrices, Fuxi et Nuwa, qui sont des créatures mi-humaines, mi-serpents. Vous trouverez plus d'informations sur ces personnages dans ma vidéo de présentation de la mythologie de la Chine. Ainsi, dans la légende, Bai Shuzen serait un esprit serpent du mont Emei qui serait devenu une divinité taoïste après un ascèse de 1000 ans. Dans la religion traditionnelle de la Chine, c'est un personnage qui est vénéré comme une déesse. On peut d'une certaine façon la comparer aux vouivres de la mythologie celtique qui font office de fées des eaux avant d'être remplacés ou substitués par le culte marial de la Vierge Marie. En comparaison, ce n'est pas pour rien que la légende fait du serpent blanc à un enfant né d'un cheveu de Guanyin, l'équivalent bouddhiste de la Vierge Marie. Enfin, le personnage de Xiao Qing, le serpent vert, illustre lui aussi un élément central de la mythologie traditionnelle de la Chine. Dans le mythe, c'est un esprit serpent qui deviendra progressivement un dragon. Notons que dans les mythes de l'Asie, les dragons ne sont ni bons ni mauvais, mais ils sont au cœur des croyances chinoises en tant que manifestation du Qi, les forces de la nature. On dit que les dragons sont à l'origine des serpents qui, après 1000 ans d'existence, peuvent se métamorphoser en dragons. Xiao Qing est le personnage le plus libre de l'histoire, ni entravé par la religion, ni par l'amour. C'est l'illustration parfaite du rôle du dragon dans les mythes asiatiques. Il s'agit d'une force en perpétuel mouvement et qui sera toujours présente, même après la fin de l'histoire, dominant même le puissant Fai qui, lui, sera vaincu par le temps.
Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, et j'espère que vous aurez apprécié de découvrir la légende du serpent blanc, qui est l'un des contes les plus célèbres de la Chine avec ses nombreuses versions. Pensez à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee si vous en avez le désir. Cela vous donne accès aux vidéos privées de l'Academia, des émissions plus longues, plus techniques, où nous allons pouvoir aborder tous ces différents sujets, mais plus dans le détail. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Arcana TV pour une nouvelle vidéo qui traite de l'histoire, de mythologie ou encore des traditions ésotériques de par le monde. Sur ce, à très bientôt.